très heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de votre magazine Les Dossiers sur Ecofin Télévision. Bienvenue à toutes et à tous. Et pour ce numéro, je suis très heureux de recevoir sur ce plateau un Congolais de la diaspora. Avec lui, nous allons justement aborder les sujets liés à cette diaspora dans toute sa diversité, de l'entrepreneuriat en passant par les questions qui touchent au plus près cette diaspora congolaise. Nous allons évoquer tous ces sujets avec Junior Badila avec moi sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le Patrick. Bienvenue à Kinshasa. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste, ancien de la BBC et vous êtes fondateur justement de AUK Radio, une radio émettant depuis Londres au Royaume-Uni. Bienvenue une fois de plus. Merci. Alors, on va débuter cette émission par d'abord votre profil. Je l'ai dit, donc vous êtes journaliste, mais aussi fondateur d'une radio qui émet depuis Londres au Royaume-Uni. Dites-nous, cette expérience, vous en tant que Congolais, vous quittez la RDC, vous travaillez sur place à Londres, à la BBC, et puis vous créez cette radio. Dites-nous un peu, expliquez-nous un peu cette expérience. Merci pour cette introduction. Juste un bref aperçu sur moi-même pour compléter l'introduction. Moi, j'ai fait mes études ici à l'ISTI, l'IFASIC aujourd'hui. J'ai obtenu mon graduat. Pendant ces temps, j'ai collaboré avec Demel Congo, qui était un quotidien ici à Kinshasa. Les palmarès aussi, les deux journaux étaient quotidiens. Donc au même moment où j'étais étudiant, j'ai collaboré avec ces deux médias de la presse écrite. Et j'avais réalisé pas mal de reportages. Je me rappelle mon reportage en 1999 ou 2000. C'était à Nord-Ubangi pendant l'incursion des troupes du MLC. Donc j'avais fait un reportage des guerres. D'ailleurs, c'est ces reportages des guerres qui m'a mis devant le feu de l'actualité, m'a permis de pouvoir me déplacer. J'étais en Tunisie, c'était en janvier. J'ai fait, pendant ce temps, juste après ces reportages-là, je suis allé couvrir les festivités de la prise du pouvoir du président tunisien à l'époque, Ben Ali. J'étais à Tunis et je m'apprêtais d'ailleurs pour regagner Kinshasa et continuer mon travail comme normal. Malheureusement, il y a eu l'assassinat du fait président Laurent Désiré Kabila. Donc tous les vols en partance de Kinshasa, ça passait par Bruxelles, étaient annulés. Donc je devrais rester à Tunis pendant plus de 2 semaines. Et je m'évadouillais, il n'y avait rien à faire parce que mon mandat, ma mission était déjà finie. C'est de là où j'avais rencontré l'ambassadeur belge en Tunisie qui était chargé consulaire à Lubumbashi chez nous ici. On a échangé sur la politique et puis c'est par là qu'il m'a donné un visa, il m'a accordé un visa, il dit bon voilà, vous êtes tellement stressé ici à Tunis, je vous donne un visa de Belgique si vous voulez aller passer le temps en Belgique. Je sais que la Belgique c'est le pays des Congolais. C'est de là où j'ai obtenu mon visa à Tunis, ça c'était en 2001, visa de Belgique, Schengen. Je suis resté Belgique quelques mois et puis à Paris, je suis resté à Paris pendant 1 année. Mais je voulais continuer mes études. À l'époque, en France, je n'avais pas le séjour. Il n'y avait pas moyen pour moi de continuer mes études et continuer ma carrière ambitieuse de journaliste. Et j'avais des amis, la famille à Londres qui ont correspondé. Ils me proposaient de passer par Londres, de voir et explorer les terrains en fait. Ce qui a été fait, je suis allé à Londres 1 année après. Et c'est à Londres où carrément j'ai été accueilli. Tout à fait, à Londres. Et tout est parti. Tout est parti. Quand je suis arrivé à Londres, à première vue, journaliste, c'était encore en moi. Je me posais des questions autour de moi, ma famille, mes amis, s'il y avait des journalistes congolais à BBC. Les gens se moquaient de moi en fait, ils disaient mais attends, avec ces rêves-là, BBC, des journalistes congolais, ça ne peut pas marcher. J'avais pas de séjour. Et il y avait, comme on dit, c'est l'équivalent de la RTNC régionale. Tout à fait. J'ai résidé dans une province et il y avait un studio de BBC à côté. Avec mon anglais débutatif. À l'époque, l'anglais c'était une langue nouvelle pour moi.
Alors je suis allé, juste frapper à la porte, me renseigner sur les opportunités. La dame qui m'a accueilli, j'ai encore cette image-là, elle m'a donné toutes les informations possibles. Voilà, vous êtes journaliste, mais il faut commencer, comme vous n'avez pas encore le séjour, il faut commencer par être volontaire. J'ai commencé par être volontaire, n'ayant pas de séjour en Angleterre, mais j'ai commencé à être volontaire. On dit volontaire, c'est l'équivalent des coffee makers. Tout à fait. C'est-à-dire pendant où vous êtes en train de préparer le bulletin, voilà, il y a un volontaire qui est là pour aller prendre les imprimés, pour aller vous ramener du thé, tout ça, de l'eau. En fait, c'est ce qui m'a joué et ça m'a permis d'aller à l'université. Quand j'ai obtenu mon séjour, je suis allé à l'université. L'État a payé mes frais universitaires. L'État britannique. L'État britannique a payé mes frais universitaires et j'ai obtenu l'équivalent de la licence. Et l'État britannique m'a offert l'opportunité, comme j'étais déjà à BBC, de pouvoir à l'université, m'a permis de continuer à être engagé à la même station de BBC régionale. Donc en 2008, j'ai été engagé à BBC. Bon, j'avais 3 heures, j'avais 3 heures par semaine. Et les heures à BBC dépendent selon vos spécificités. J'étais dans la rubrique des Afro-Caribbeans. Afro-Caribbeans, c'est-à-dire des communautés d'expression, disons, des cultures africaines. C'est là où j'étais. Et j'ai évolué de 2008 à 2011. Malheureusement, comme on dit, en 2011, il y avait la crise financière internationale. Et l'État britannique, comme BBC est une entreprise étatique, alors l'État britannique était obligé de pouvoir dégraisser l'effectif des fonctionnaires. Alors nous étions parmi celles qui ont écopé, en fait, qui faisaient partie de ces dégraissages du personnel de la fonction publique. Alors c'est en 2012, j'ai proposé, comme j'avais déjà de l'audience, il y avait des gens qui me suivaient. Alors comme j'ai passé pli à la station locale de BBC, il y avait des événements qui étaient organisés, il y avait des Nigériens, des Ghanéens, des Congolais, des Zambiens qui nous suivaient en fait. Alors c'est parti de là que moi, avec ma partenaire d'origine nigériane, elle est née à Londres. Nous avons décidé de lancer AUK Radio, c'est l'acronyme de Africa UK Radio, qui est devenu AUK Radio. AUK. Voilà un peu la petite histoire. AUK Radio. Alors, le fait de créer AUK Radio, ça vous donne d'office la casquette d'un entrepreneur sur place. Dites-nous les défis que vous avez rencontrés, tout simplement. Ça c'est une question pertinente. Les défis étaient énormes. Vous savez, en étant journaliste et être entrepreneur, c'est deux casquettes différentes. Bon, j'avais pas la formation d'entrepreneur. Mais pour moi, comme j'étais journaliste, c'était facile de pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat, comme on dit, média entrepreneur. Tout à fait. Pour moi, mais le début était difficile. D'abord, l'accès au financement, connaître les marchés, en fait. Je connaissais mon audience. L'audience était africaine, mais les marchés étaient tout à fait différents. C'est-à-dire, sur le plan marché, sur le plan des défis au sein du marché étaient différents. Je n'avais pas cette formation-là. Alors, c'est ce qui a été fait. J'ai demandé à suivre une formation accélérée de 6 mois, précisément dans la gestion d'une entreprise de médias. Vous savez, une entreprise de médias comme Ecofin TV, c'est une entreprise comme toute autre. Tout à fait. Donc, elle doit répondre à certaines exigences du marché. Et c'était pareil. Alors, j'ai fait une formation de 6 mois sur comment gérer une entreprise d'abord et l'incorporer dans l'aspect médiatique. Ce qui m'a permis, en fait, de connaître mon marché, de connaître les aléas autour de la gestion d'une entreprise de médias. Les défis étaient énormes. Donc, les 6 premiers mois, nous avons passé des moments, je dirais même les 3 premières années, nous avons passé des moments extrêmement difficiles où on ne savait pas, on n'avait pas une vision, c'est vrai, on avait cette ambition de pouvoir lancer cette entreprise de médias, mais il n'y avait pas une vision claire en matière du budget, en matière de finances, en matière d'administratif, on n'avait pas ça. Alors nous sommes substitués, moi et ma partenaire. Elle était parmi chargée des ressources humaines, j'ai géré au marketing,
j'ai géré au financement. On devrait aussi former les jeunes qu'on recrutait, parce qu'on recrutait des jeunes entre 17 à 25 ans. On a signé un contrat avec les gouvernements, l'équivalent de Job Center. C'est, je ne sais pas, Job Center ici. En fait, c'est l'entreprise nationale chargée des données du travail. Tout à fait. Un peu comme l'ONEM ici, l'Office national d'emploi. L'Office national de l'emploi. Donc, on a signé un contrat avec l'équivalent de l'Office national de l'emploi pour pouvoir recruter des jeunes. Mais les jeunes qu'on recrutait n'avaient aucune base journalistique, aucune base en médias. Ils avaient des connaissances d'à peu près, mais n'avaient aucune base. Il fallait les former. Donc, on les formait. Et on les gérait et on les voyait on les renvoyait sur les marchés. Donc c'était tout à fait, ça c'était nos défis des 3 premières années. Et c'était une expérience assez inédite. Alors dites-nous les opportunités, au-delà des défis évidemment que vous avez rencontrés, les opportunités ce sont lesquelles? Il y a d'énormes opportunités dans les domaines comme on dit, c'est-à-dire entreprendre au Royaume-Uni. Il y a d'énormes opportunités. Mais d'abord, il faut reconnaître une chose. Vous savez, quand vous lancez une entreprise, l'entreprise, vous la lancez selon votre culture. Tout à fait. Votre entreprise reflète votre culture. Effectivement. Votre manière de penser, votre manière de voir, ça reflète votre passé, ça reflète vos défis personnels, en fait. Moi, citoyen congolais, bien qu'ayant acquis disons, les séjours ou la nationalité britannique, j'avais moi mes bagages, moi mon parcours comme Congolais. Alors, et bien que formé accélérément pour gérer cette entreprise des médias, mais j'ai reflété ces congolités en fait par moi en moi. Donc, on pouvait recruter un jeune dans un secteur particulier, et si la performance de ces jeunes n'est pas comme souhaité, j'étais obligé d'écarter ces jeunes malicieusement, mais par après j'ai appris. Donc j'ai appris comment lier la culture locale à ma culture personnelle. Donc par rapport aux opportunités, il y a d'abord l'accès au financement. Les royaumes britanniques aident les nouveaux startups de pouvoir accéder facilement au marché. Au marché de financement, aux capitaux. Voilà, il y a des formations pour les jeunes startups, c'est-à-dire une nouvelle entreprise qui vient de créer, il y a pas mal de formations. Des formations en ligne gratuites, des formations en ligne, des formations accélérées, des formations sur place même. Il y a aussi une possibilité pour un entrepreneur qui vient de lancer sa nouvelle startup, même s'il n'a aucune qualification, de pouvoir aller à n'importe quel niveau d'éducation. Vous pouvez, vous, M. Patrick, vous n'avez aucune base ou aucune qualification, le gouvernement britannique va vous supporter à aller à l'université, quel que soit votre niveau, même si vous n'avez pas un baccalauréat, le gouvernement britannique va vous aider, tout ça. Ça, ce sont des opportunités. Des opportunités, il y a aussi en matière fiscale. Quand vous êtes un entrepreneur, vous payez vos impôts, vos taxes, vous êtes listé sur les fichiers du gouvernement britannique comme étant un citoyen crédible. C'est-à-dire, quand vous êtes crédible, vous bénéficiez de certains avantages, des avantages sociaux, des avantages étatiques, c'est-à-dire parce que vous déclarez vos taxes, donc vous êtes redevable devant l'État. L'État va vous protéger, la police va vous protéger. Mon entreprise est protégée. Là où je suis, si quelqu'un vient me vandaliser, je vais aller à l'État me plaindre. En tout cas, la personne va subir la punition parce que mon entreprise paye les taxes au niveau de l'État. Et ce sont mes taxes que je paye au niveau de l'État qui aident le gouvernement britannique, l'État britannique à subvenir aux besoins de ses citoyens. En fait, là, ce sont des avantages. Il y a aussi un autre avantage. Citoyen congolais, j'étais ici comme un jeune journaliste comme vous. J'ai connu mes méandres, quittant les pays, aller dans des pays que je ne connaissais pas et pouvoir tenter une expérience et lancer une entreprise. Pour moi, ça a été un défi personnel, mais aussi une fierté, en fait. De voir ce Congolais qui quitte Kinshasa et lancer toute une radio à Londres, au Royaume-Uni, justement. Parlons maintenant des questions qui touchent au plus près cette diaspora congolaise à laquelle vous faites partie d'ailleurs. Il y a une question récurrente qui revient lorsqu'on évoque la diaspora congolaise,
c'est cette question de la loi sur la double nationalité. Oui. On a l'impression aujourd'hui que lorsqu'on est congolais de la diaspora et qu'on acquiert, dans votre cas par exemple, la nationalité du pays dans lequel vous résidez, oui, automatiquement vous êtes exclu. Au Congo, vous êtes considéré comme étranger, automatiquement. Comment ça se déroule, ces débats ici, à votre niveau? Vous avez juste une anecdote. Avant de venir ici, j'ai obtenu mon visa. J'ai obtenu mon visa au niveau de l'ambassade, notre ambassade à Londres. Ça a été direct. J'ai rempli mes conditions, les formulaires. Ça a été direct. J'ai obtenu mon visa le même jour. Donc voilà. Et ça fait mal quand même. Et ouais, certains viennent ici obtenir les visas au niveau des frontières, c'est-à-dire au niveau de l'aéroport. Tout à fait. Ça vous fait mal. Vous savez, sur le plan national, vous vous sentez comme exclu. Donc, c'est pourquoi j'ai fait partie de plusieurs groupes professionnels et sociaux au niveau du Royaume-Uni. C'est une question qui revient récurremment. On discute autour de ça. C'est pourquoi, parmi nos échanges, nous exigeons parfois la révision de la loi. Je sais que la réforme de la loi, c'est un débat courant. Et parmi les points qui seraient revus dans ces débats sur la réforme de la loi ou la réforme constitutionnelle, la loi sur la binationalité. C'est ce que les Congolais de la diaspora exigent et demandent, que cette loi soit revue. La nationalité congolaise est une et exclusive. Moi j'ai mes parents. Vous ne pouvez pas la détenir en concurrence avec une autre nationalité. J'ai mes ancêtres qui sont congolais. Tout à fait. Mes ancêtres sont congolais, donc par loi, je dirais anthropologiquement, vous ne pouvez pas m'ôter ma nationalité, disons, ma nationalité d'origine. Tout à fait. D'ailleurs, la loi britannique le reconnaît. La loi britannique, avant d'obtenir la nationalité britannique, la loi considère d'abord votre origine, votre nationalité d'origine. Et quand on vous offre cette nationalité britannique, c'est bien exclu. Vous êtes britannique. Il y a des Anglais, il y a des Britanniques. Comme on dit en anglais, English and British. Les English, c'est comme la famille royale. C'est-à-dire ils ont leurs ancêtres, ils sont anglais. Voilà. Nous, les Écossais, les Irlandais, tout ça, nous sommes des Britanniques. Même les Gallois, tout ça, nous sommes les Britanniques. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas nos origines en Angleterre. C'est-à-dire, quand on vous reconnaît comme Britannique, c'est-à-dire comme British, vous avez déjà une nationalité d'origine. Et quand devant la loi, devant la justice ou devant n'importe quelle situation juridique, on vous reconnaît comme britannique et on dit voilà, Monsieur Patrick, britannique d'origine congolaise. Tout à fait. C'est toujours signifié. Alors si au niveau de mon pays on ne me reconnaît pas comme congolais, je suis nulle part. Donc, on me considère comme apatride. Donc voilà un peu les difficultés à ces niveaux. Alors, comment est-ce que vous menez les débats, comment est-ce que vous menez les démarches notamment pour arriver à cet objectif-là de la modification notamment, je sais que c'est parmi les combats que vous menez, la modification de cette loi sur la double nationalité. Alors nous sommes organisés, je ne vais pas citer le nom, pour raison de confidentialité, nous sommes organisés en groupe professionnel. J'ai fait partie des groupes de professionnels, je crois 3, 4, 5 groupes, 5 groupes de professionnels congolais. La diaspora a muté en fait. Je parle de la diaspora. D'ailleurs, les termes même diaspora, on l'évite cette fois-ci. On parle des Congolais de l'étranger. En fait, parce que la diaspora, c'est une dispersion d'un peuple, tout ça, dont les vocables est évoqué de façon différente. Nous, on s'est dit, nous sommes Congolais de l'étranger. Nous vivons en Angleterre. Donc, j'ai fait partie de plusieurs groupes et au sein desquels nous exerçons des pressions. Nous nous sommes organisés en groupe de pression. Et c'est depuis, bien avant les élections, je crois depuis les élections de 2011, de 2017-2018 d'ailleurs, que nous avons commencé à rencontrer certains membres, certains législateurs ici, pour expliquer nos problèmes, nos causes.
et exercer aussi des pressions au niveau de là où nous sommes, des groupes de pression, voilà, même de l'Organisation internationale de migration, par exemple, comme quoi, effectivement, nous sommes des citoyens congolais, nous sommes ici, bien que britanniques, ou bien que nous avons encore le séjour, mais nous voulons participer aux échanges, c'est-à-dire aussi à la situation politique, être éligible chez nous. Donc, nous avons des groupes de pression, nous travaillons avec certains législateurs ici, certaines voix, certaines figures socio-culturelles où nous pensons que voilà, nos voix seront entendues. Alors, est-ce que le fait d'être considéré comme un étranger, puisque vous venez en RDC, est-ce que ça impacte également sur vos activités lorsque vous voulez, par exemple, monter une affaire en RDC? Ça a de l'impact là-dessus? Tout à fait, ça a de l'impact. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous voulons que la loi sur la binationalité soit revue. L'impact, c'est quand vous voulez créer une entreprise. Moi, j'ai AUK Radio à Londres. Alors, si j'ai envie, j'ai désir de ramener ou d'implanter AUK Radio ici, parce que j'ai la nationalité britannique, je ne serai pas, je serai la deuxième personnalité sur la liste. C'est-à-dire les gérants, même si je suis actionnaire, mais les gérants doivent être un national. C'est là où ça pose problème. Je pense que ça dépend. Ça, c'est pour les sociétés d'action à responsabilité limitée. Mais, par contre, pour les sociétés anonymes, les grandes entreprises minières, je pense qu'à ce niveau, la loi est tout à fait différente. Donc c'est là où pose le problème. C'est pourquoi la plupart des Congolais, quand ils viennent ici, ils sont obligés de s'associer avec les nationaux d'ici, au niveau du guichet unique, je crois. Tout à fait. Pendant la procédure d'enregistrement, il faut qu'il y ait un Congolais qui soit en tête. Et ça pose problème pour nous, parce que quand vous êtes... vous habitez à l'étranger et que votre entreprise est gérée par quelqu'un d'autre, c'est vous qui influez d'ailleurs la culture. Et ça pourrait, parfois, ça impacte à la rentabilité même de l'idée de business du projet. Est-ce que vous subissez aussi une sorte de tracasserie que tous les étrangers subissent en quelque sorte ici? Je vais vous choquer. Vous savez, quand moi, Congolais, devenu britannique par accident, quand je viens ici, il faut que je sois avec un occidental. Je vais vous choquer pour que la procédure aille plus vite. Et si je suis moi, Congolais, bien que britannique, la procédure va prendre du temps. La lourdeur administrative est impossible ici pour enregistrer une entreprise. Au niveau du guichet unique, je pense que le guichet unique va essayer d'améliorer ces points-là. D'abord, c'est complexe. C'est complexe. Ouais. Il faut passer par un cabinet juridique. Oui, ça c'est normal, passer par un cabinet juridique. Mais la procédure est tellement lourde et complexe, elle est parfois marchandée. Et ça pose problème pour des Congolais comme nous. Je viens obtenir, disons, ouvrir une entreprise comme normal. Ça, ce sont des tracasseries qui sont courantes qu'on rencontre ici. Il y a des Congolais qui viennent avec pas mal de bonnes idées, mais à cause de ces tracasseries, ils finissent par regagner le pays. Ils finissent par claquer la porte et dire non, voilà, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je suis étouffé, je rentre carrément. Je suis étouffé. Je ne parle même pas sur le plan fiscal. Sur le plan fiscal, c'est normal. Mais sur le plan d'abord, les problèmes de base, c'est-à-dire le guichet unique, l'enregistrement, la procédure d'enregistrement. La lourdeur est incroyable. La lourdeur est incroyable. La lourdeur, elle est moins alourdie si vous êtes occidental et vous voulez peut-être investir dans des sociétés anonymes, à grandes entreprises comme des sociétés minières. Et bien là, ce sont des big guns, comme on dit. Des big guns, ils viennent avec leurs avocats, tout ça parce qu'ils ont des millions à investir. Mais pour un Congolais lambda qui vit à Bruxelles, à Paris, à Londres, aimerait peut-être ouvrir un petit shop au coin, peut-être ouvrir une radio, une télévision. La lourdeur est incroyable, surtout si vous êtes seul et vous voulez suivre la voie légale. La voie légale. Et parfois, c'est ce qui nous handicape. On vient de Londres, on a connu, ça fait 20 ans que je suis à Londres, je n'ai connu que la voie légale depuis que je suis à Londres. Je ne sais pas. Et par moment, quand vous arrivez, vous êtes obligé d'emprunter certaines voies. Oui, qui ne cadrent plus avec... Et quand vous ne les empruntez pas, vous vous retrouvez dans
pratiquement bloqué, pratiquement nulle part. Et c'est l'erreur aussi que nous, avec notre culture, 20 ans à l'extérieur, et quand je viens ici, j'ai dans mes pensées que non, c'est la même culture et que je pourrais retrouver ici. C'est affiché sur Internet. Que non, il faut parmi des conditions à remplir. Je vais sur Internet, je dis, bon voilà, ce sont des conditions à remplir. Je pense que je serai en mesure de remplir ces conditions. Mais dès que j'arrive ici, les réalités sont tout à fait différentes. Donc voilà un peu les difficultés auxquelles nous, Congolais de l'étranger, nous rencontrons. C'est pourquoi nous exigeons que ça commence d'abord sur le plan légal, c'est-à-dire la participation des Congolais, la loi sur la nationalité. Dès que je suis Congolais, je saurai au moins comment défendre mes droits. Tout à fait. Alors, cette diaspora, au-delà des difficultés, notamment sur la question de la double nationalité, mais on sent que c'est une diaspora qui participe quand même assez activement à la vie économique du pays, notamment en termes des échanges, de l'envoi d'argent au pays. C'est assez important. Nous avons, quand je dis nous, j'ai fait allusion aux groupes sociaux, culturels, professionnels dont j'ai fait partie. Et dans nos échanges, nous avons exigé, pas exigé, mais nous avons proposé à ce que nous allons au-delà des transferts de fonds. C'est depuis longtemps que les Congolais transfèrent des fonds ici, à travers le monde. Vous savez, pendant la période de la crise sanitaire de Covid, entre 2020 et 2021, les Congolais étaient en Afrique les 5 premiers pays en matière, les top 5 pays en matière de transfert des fonds. Transfert des fonds vers les pays. Vers le pays. C'était estimé, je crois, en 2021, les fonds envoyés par les Congolais de l'étranger étaient estimés à peu près à 2 milliards, 2 milliards de dollars l'an. C'est assez important. L'an, c'était à l'époque, je crois que c'était les 1 quart ou les 1 tiers du budget national. C'est énorme. Et quand on voit les aides des institutions financières internationales, comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, les Fonds monétaires internationaux et les aides d'autres partenaires, comme les Britanniques, l'Union européenne, c'est à peu près le même plafond ou le même montant. C'est pourquoi c'est très important que nous puissions quitter cette étape des transferts des fonds. Il faut que des transferts des fonds, nous l'avons proposé, soient considérés comme l'investissement direct à l'étranger. L'investissement direct étranger au pays. Ouais, les pays les font. Comme c'est considéré pour les autres qui viennent, les étrangers évidemment qui viennent injecter leur argent. Tout à fait, les pays les font, l'Algérie les fait, la Tunisie, l'Égypte les fait, les deux pays les font, l'Éthiopie les fait. Et vous savez, les Liban, aujourd'hui, si les Liban est construit, même l'Irlande, si l'Irlande aujourd'hui est parmi les pays prospères au sein de l'espace Schengen, l'Irlande, c'est parce que les Irlandais qui sont en dehors du pays, ils sont aux États-Unis, ils sont en Angleterre, ils sont au Canada, ils envoient les transferts des fonds. Ils envoyaient des transferts des fonds depuis longtemps, mais ils s'est organisés pour que leur transfert des fonds soit considéré comme foreign direct investment, comme on dit. Tout à fait. De l'investissement direct à l'étranger. Et quand ça vient là-bas, ça passe par des canaux bien définis, par des canaux bancaires, par exemple. Et c'est là où l'État pourrait s'organiser à voir, comme en Tunisie, il y a la Banque nationale de l'étranger, des Tunisiens de l'étranger. Il y a une banque particulière pour les Tunisiens de l'étranger. C'est une succursale ou une entité de la Banque nationale, mais ça ne concerne que les Tunisiens qui sont à l'étranger. Alors justement, une petite question. Quel est l'avantage que l'État congolais puisse considérer l'envoi de l'argent de la diaspora au pays comme étant un investissement direct étranger? Mais d'abord, il y aura des intérêts. Ça va renforcer le revenu même au niveau de l'État national. Il y aura des intérêts parce que mon investissement, quand j'envoie $100 ici, ça passe par une voie bancaire bien cadrée. Mon investissement, ça va consister comme un investissement, et ces investissements serait peut-être mon $100, mais $100 seraient peut-être prêtés aux particuliers, aux entreprises, et il y aura des intérêts dans mes prêts. Donc mes prêts, mon transfert va générer des intérêts, va générer des gains, et ces gains vont bénéficier à moi comme investisseur, ça va bénéficier à l'État parce que je vais payer les taxes. Ça c'est d'une part. Et d'autre part aussi,
je ne sais pas quel mécanisme l'État congolais pourrait utiliser. On pourrait éviter des canaux comme Western Union. Tout à fait. Parce que Western Union vous déduit un pourcentage pour votre transfert. Mais en ces moments, c'est l'État congolais va déduire ces pourcentages, au lieu que ça passe par Western Union. Donc voilà un peu les avantages au niveau de l'État. Ça va renforcer aussi la confiance du transfert. C'est-à-dire, c'est lui qui transfère son fonds, c'est que je transfère par les canaux légaux, ça passe par une banque particulière qui est reconnue comme une entité financière nationale. Donc c'est un prêt. Et quand ma famille va venir retirer ça, et ma famille sera cadrée au lieu que ce soit que pendant les festivités. Voilà, c'est les festivités de fin d'année. Ils viennent peut-être collecter $100 pour fêter. Ou pendant la reprise des cours, par exemple. Voilà, j'ai payé peut-être 200, 350, $500 pour un neveu, une nièce qui étudie à l'université. Donc, mais quand ma famille retire les fonds, ils sont bien encadrés, ma famille est bien encadrée, dirigée, et parfois peut-être c'est prêt, mon fonds sera utilisé, encadré comme un investissement que ma famille pourrait diriger ici. Donc voilà un peu les avantages dans ces niveaux. Alors nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Avant de chuter complètement, est-ce que cette diaspora a encore une partition à jouer dans le développement de la République démocratique du Congo, en quelques termes? La diaspora a toujours participé au progrès du pays. C'est depuis longtemps. Je vous dis qu'aujourd'hui, nous sommes estimés à près de 10 millions d'habitants à travers le monde. À travers le monde. Ouais, nous sommes estimés à 10 millions d'habitants. Et tous les Congolais qui y vont, ils ont toujours pensé à leur pays. Je vous dis, je suis à l'étranger, ça fait 20 ans, les Congolais aiment leur pays. Ils sont nationalistes, ils sont patriotiques. Ils aiment leur pays. À chaque fois, ils pensent à leur pays. Et on les voit aussi à travers la deuxième et la troisième génération des Congolais de l'étranger, c'est-à-dire ceux qui ont quitté le pays à l'âge de 10 ans, ou ceux qui sont nés à l'étranger, ils ont cet attachement. Et cette crise qui affecte les pays au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo a soulevé cet éveil patriotique au niveau des Congolais de la deuxième et de la troisième génération. Donc, ils ont toujours participé au progrès et au développement de leur pays. Il y a plusieurs projets, vous pouvez le voir ici, plusieurs projets qui sont coordonnés par les Congolais. Parfois, il y a des écoles, il y a des charités, il y a des entreprises anonymes, tout ça. Ils sont animés et proposés par les Congolais de l'étranger. Donc, ils ont toujours participé. Mais il y a cet aspect d'éligibilité. C'est ce qui est important, c'est-à-dire être éligible dans votre pays. C'est ce qui va aussi accroître cette confiance que les Congolais de l'étranger ont envers leur pays. Envers leur pays. Et une chose également, parce que vous dites souvent que l'État ne prend pas en compte les Congolais de l'étranger, mais je rappelle quand même que les dernières élections, les Congolais de l'étranger ont participé, même si on a ciblé quelques pays seulement, mais ils ont quand même participé. Et aujourd'hui, les débats vont jusque dans le sens de créer une circonscription spéciale pour les Congolais de l'étranger afin de leur permettre de participer également à l'élection législative. Ça, c'est quand même dans le bon sens. C'est dans le bon sens. C'était quand même une première tentative qui a réussi. Alors, nous voulons que c'est aussi parmi nos débats à l'étranger, dans les groupes sociaux, culturels, professionnels, nous les disons, c'est parmi ces éléments-là. Nous voulons que l'État, les législateurs puissent aller au-delà, au lieu que nous puissions se contenter sur les 5 pays qui ont été ciblés. Il y avait la France, la Belgique, le Canada, l'Afrique du Sud et les États-Unis. Nous voulons des pays comme les Royaumes-Unis puissent aussi participer. Aujourd'hui, il y a de plus en plus un nombre croissant de Congolais actifs ici, même actifs là-bas, qui quand même améliorent, offrent une bonne image de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Nous voulons aux prochaines élections que les Congolais du Royaume-Uni puissent participer aux élections. Et parlant de cette circonscription électorale des Congolais de la diaspora, nous voulons cette circonscription des Congolais de la diaspora. C'est-à-dire, nous connaissons nos conditions. Nous connaissons nos doléances, nos problèmes, nos réalités. Nos réalités ne seront définies que par nous-mêmes. Tout à fait. Ne seront définies que par les Congolais de l'étranger eux-mêmes. Merci beaucoup, Junior Badila, d'avoir été avec nous sur ces plateaux aujourd'hui.
Merci, M. Patrick. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Et ce n'est pas la dernière fois. Ce n'est pas la dernière fois. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Le prochain rendez-vous, c'est très très bientôt sur votre chaîne. D'ici là, restez avec nous car le programme se poursuit.